Bonjour et bienvenue dans le Grand Nord, ou presque le Grand Nord. Bienvenue à la limite de l'Europe et de l'Arctique. Je vous emmène aujourd'hui à Helsinki, la capitale de la Finlande. Comme c'est bientôt Noël, je vous emmène au pays des contes de Noël et je vous propose aujourd'hui un vol entre la capitale finlandaise Helsinki et Stockholm-Arlanda. Nous allons voler sur un avion qui est d'apparence aussi difficile que le climat puisqu'ici il fait froid et souvent, voire même presque toute l'année, et là où le soleil se lève et se couche presque jamais. Si l'on devait faire une comparaison du vol d'aujourd'hui avec les contes de Noël, nous pourrions facilement imaginer que notre oiseau est finalement un ours blanc, et pourquoi pas polaire tant qu'on y est cette circonstance. L'apprivoiser se joue tant par la difficulté de l'apprentissage, du dressage, que par la météo qui s'annonce difficile et surtout très rigoureuse en cette période, car cet avion est tout droit sorti de la douceur de vivre californienne. On pourra constater que la Finlande a depuis longtemps une relation étroite avec McDouglas depuis l'arrivée des DC-10 puis enfin McDonnell Douglas avec les MD-80-90 et les MD-11. On pourra aussi constater que Feiner fut la compagnie de lancement au début des années 90, bien avant les majors américaines d'un drôle d'oiseau, voire même certainement du dernier trimoteur gros porteur de série construit, comme le disait si bien notre éditeur de cette magnifique cadonne pour FSX PMDG. Mesdames et messieurs, je vous emmène aujourd'hui à bord du MD-11 pour ce vol. Bienvenue à bord. Ça fait quelque temps que je n'avais pas touché à un tel appareil que celui-ci après moultes heures sur A320, 737 et 777 principalement. Quand on monte pour la première fois dans un tel engin, tout droit sorti de la philosophie d'Airbus et ou de Boeing, il faut bien se remettre dans le jus pour comprendre celle de McDonnell Douglas des années 90. Et on se rend très vite compte qu'une QT virtuelle est indispensable pour voler avec. Voici donc quelques morceaux de bravoure pour un tel engin déjà exotique à sa sortie qu'il est devenu encore plus par l'érosion du temps. Évidemment, l'empreinte du DC-10 y est indélébile, ça sent et ça respire McDouglas. Le MD-11 est au DC-10 ce que l'A310 est à l'A300, c'est-à-dire des avions purement analogiques avec un poste pour 3 navigants à la base, modifié en poste pour 2 navigants, avec l'introduction d'électronique voire d'informatique embarquée, et cela donne une usine à gaz car les systèmes y sont très complexes et voire dédoublés ou triplés. Une fois l'après-vol effectué, une fois que nous avons bien vu le gabarit de la machine et de son état, nous allons très vite retrouver le cockpit. Une fois installé dans le poste de pilotage, on se rend très vite compte qu'il s'agit d'un glass cockpit typique en apparence, qui dispose des éléments principaux comme la casquette du pilote automatique qui surmonte les 6 écrans cathodiques synthétisant les informations principales des systèmes, tels que les paramètres de vol, les informations primaires de vitesse, d'assiette, d'altitude, mais aussi de navigation, les paramètres moteurs et les pages système. Après s'être attardé sur les écrans, à regarder les lumières scintillantes, il est temps également de s'attarder sur le plafonnier, et là, sans grosse surprise, le plafonnier est aussi assez complexe et on y retrouve tous les panneaux principaux tels que l'électrique, le fuel, l'hydraulique, pneumatique, et ça donne un tableau intéressant à regarder et à comprendre, mais il a aussi sa logique qu'il va bien falloir respecter. Enfin, bien sûr, nous allons longuement nous attarder sur le FMS, l'inévitable FMS, le Flight Management System, qui va nous servir à la gestion du vol. Je dis bien l'inévitable FMS, car maintenant il est une partie intégrante de l'avion depuis quelques décennies et un élément charnière de la gestion des vols d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Revenons donc à l'exploitation des opérations. Nous reprenons à chaud notre MD-11 fraîchement arrivé depuis Hong Kong ce matin et de le piloter pour la dernière étape de la rotation Arlanda. Mais comment le reprendre à chaud alors qu'il fait -3 degrés dehors ? Eh bien cela est simple, car nous reprenons l'appareil en maintien d'exploitation et non en mode Cold and Dark Cockpit. Cold and Dark Cockpit en anglais veut dire froid et sombre, car il arrive aux avions, lorsqu'ils sont totalement arrêtés, souvent pour la nuit, de les plonger dans un sommeil profond et d'éteindre tout ce qui dépasse, un peu comme à la maison. Au moment du réveil, l'équipage reprenant l'appareil va s'assurer du bon démarrage des systèmes sur batterie, puis par fourniture d'énergie électrique, pour enfin tester une bonne partie de ces derniers en suivant les procédures et les checklists que tout fonctionne. Un peu comme votre cafetière, mais assurément de façon plus sophistiquée. Après avoir égrené les premières checklists,
L'équipage va donc complémenter les différentes pages du FMS qui fait inévitablement écho au briefing pré-vol au sol dans les locaux de l'escale. On va donc passer son temps à mettre en adéquation, parfois aussi des équations, les différentes informations du briefing avec l'appareil, autrement dit que la configuration de l'appareil absorbe toutes les infos relatives au vol lui-même. Un vrai travail de bénédictin. Pendant de longues minutes, on va mettre en synergie la route choisie par le dispatcher bien sûr, un premier choix de piste pour le départ et l'arrivée assorti de leur trajectoire standardisée afin donc de fluidifier le trafic mais pas seulement. Les devis de masse, d'emport et de carburant, les abacs divers et variés afin de définir les vitesses critiques de décollage et d'approche et enfin les conditions météo. Aujourd'hui il fait moins 3 degrés à la sonde, il va donc falloir dégivrer. Et ces dernières seront croisées par l'écoute de l'ATIS le plus récent, en somme le bulletin météo. Enfin, nous allons nous déclarer à la fréquence radio chargée de régir les vols aux instruments. Aujourd'hui, d'après la carte du terrain, l'après-vol sur 118 décimales 125. Nous venons d'obtenir notre clearance et une fois que toutes les informations sont insérées et vérifiées, nous allons tout doucement penser à partir. Pour cela, même si le poste et l'équipage sont prêts, il va falloir s'assurer de l'éloignement des infrastructures au sol et les portes de l'appareil soient surtout tout bonnement fermées et armées correctement. Enfin, comme il fait moins 3 degrés, nous ferons appel au service aéroportuaire du terrain afin d'être dégivrés. On a tout juste le temps d'observer ce modeste 737 norvégienne au décollage qui nous devance sur le service navette vers Arlanda. Dans l'imagination collective, on pourrait croire que dégivrer un avion se résume uniquement à mettre du gros sel sur la carlingue afin que la glace ne s'y dépose pas, et pourtant croyez-moi, c'est un vrai métier. Pour empêcher que l'avion ne givre, principalement au décollage, il va falloir appliquer un mélange qui fait appel à un peu plus que de la chimie. Il va falloir scrupuleusement respecter les abacs de mélange en fonction des températures. Une fois que nous sommes repoussés, nous allons enfin démarrer les moteurs. Et pour ce type d'avion, c'est une histoire d'air. Il faut principalement une source pneumatique. C'est en grosse partie grâce à l'APU, l'Auxiliary Power Unit, qui nous fournit un prélèvement d'air, la quantité nécessaire au démarrage de ces derniers. Et cette procédure de démarrage se fait dans la pure tradition de chez McDonnell Douglas, avec ses particularités et ses starters de démarrage. Une fois que les moteurs sont démarrés et stabilisés, une fois que les 3 Pratt & Whitney se mettent à chanter, je vais vous parler du réglage des volets qui eux aussi se font dans la pure tradition de chez McDonnell Douglas. La plupart du temps en opération normale, le décollage se fait avec le réglage des dits dial flaps, qui revient au réglage des volets de façon classique avec extension des becs et des bords, s'accompagnant d'une compensation à régler avec la molette que vous voyez à l'écran. Dans le cas présent, regardez bien,
Nous avons donc sélectionné le cran de volet dial, puis compensé la valeur sélectée de 18 sur la molette, et nous allons enfin procéder au réglage du stab trim à la valeur de 6.3, comme indiqué par le FMS lors du paramétrage du vol. Enfin, avant de demander gentiment notre autorisation de roulage, nous égrenons encore et toujours les procédures et les checklists idoines, allumons un peu de lumière par cette grisaille et vérifions les commandes de vol de chaque côté Pilot in Function et Pilot Non in Function, PF et PNF respectivement. Taxi 2 and hold short runway 33 via taxiway Alpha Delta Delta Juliet Yankee. Ça y est, nous roulons derrière ce petit sab, ce qui me permet d'introduire l'importance du caractère régional de cet aéroport. Ici, comme dans beaucoup d'endroits à travers le globe, surtout dans des théâtres climatiques extrêmes, les enfants et les grands sont bien contents de pouvoir se faire livrer leurs cadeaux de Noël et de pouvoir se déplacer normalement. Car il demeure parfois, dans ces régions, des villes restantes inaccessibles par la voiture et par les moyens terrestres. L'importance d'avoir un réseau d'aviation régionale performant devient alors prépondérante. Allez, on regarde un petit coup d'œil à gauche et un petit coup d'œil à droite, de vérifier que nous n'engageons ni le gabarit, ni qu'un autre appareil surgisse et que donc le taxiway soit libre. Avant le décollage, dernière étape, un petit travail de communion qui s'appelle tout simplement le briefing. L'équipage va se briefer sur toutes les informations inhérentes au décollage. Un travail de diction et d'énumération des informations déjà préparées en amont. Une étape indispensable où le maître mot est communication. Où le type et l'état de l'avion, de la piste, du terrain, les masses au décollage, la dernière météo et les conduites à tenir en cas d'anomalie sont évoquées. Et les tâches sont totalement réparties. Quand je vous parlais de PF et PNF, il faut comprendre Pilot in Function et Pilot Non in Function en anglais. Le PF, qu'il soit captain ou pilote, aura à sa charge le pilotage pur, la gestion de la trajectoire et de la vitesse, tandis que le PNF aura à sa charge la gestion des volets, la gestion des lumières, des communications et les réglages secondaires. Derrière le petit sab, nous sommes enfin autorisés à nous aligner et décoller après nous être déclarés à la tour. La manette des gaz est doucement poussée vers l'avant, la poussée est stabilisée et disponible, et les trois magnifiques Pratt & Whitney délivrant chacun une grosse vingtaine de tonnes de poussée se mettent à ronronner, le son typique de ces moteurs à haut régime. Chaque seconde de décollage reposera désormais sur beaucoup d'observations et de réflexes. L'équipage doit impérativement s'assurer du bon fonctionnement de sa machine et au respect des différentes procédures inhérentes au décollage, en évitant que la queue ne touche le sol pendant la rotation, autrement appelé tail strike en anglais, incident potentiellement typique en cas de mauvaise météo sur des avions lourds et longs comme le nôtre aujourd'hui. V1. Rotate. Positive rate. Gear up. Nous
venons de décoller et le vario est positif et le contrôle nous envoie directement au cap 240 afin de poursuivre notre navigation. Être pilote n'est pas un métier de pantouflard. Certes, en voulant bien enlever les basiques et considérer que piloter un avion c'est d'abord conserver une vitesse, une altitude et un cap, si l'apprentissage est parfois fastidieux, il est fait par passion. Toute personne a tendance à croire que conduire un A320 c'est la même chose que piloter un MD-11 et pourtant pas du tout. L'apprenti pilote en qualification va devoir s'immiscer dans la vie la plus intime de cet avion pour en comprendre tous les systèmes en situation normale et pouvoir réagir au mieux évidemment en cas d'anomalie, le cas échéant. Mais une fois que tout est paramétré en vol et que le pilote automatique est engagé, l'équipage peut se laisser aller vers une évolution des tâches, vers un rôle de surveillance de l'appareil principalement et la gestion de communication et des systèmes. Car si le fait de voler est devenu une nécessité de nos jours, la complexité de cet appareil nous donne vite fait la satisfaction du travail bien fait. La musique est déjà terminée qu'il faut déjà préparer la descente. Dans l'aviation commerciale moderne en particulier, la priorité des tâches se concentre sur l'anticipation et la gestion des vols. Avec la fiabilité des systèmes, les avions ont un fonctionnement de plus en plus automatisé. Du coup, on n'hésite pas à y avoir recours en cas de mode dégradé pour soulager le travail cognitif de l'équipage dans certaines circonstances. Automatisation ne va pas sans paramétrage et il faut donc paramétrer, il faut gérer. L'équipage va donc à nouveau passer par l'interface de FMS principalement pour paramétrer l'approche et l'atterrissage de ce vol. De toute évidence, les informations ne viennent pas de nulle part. Elles viennent bel et bien de la préparation du vol dont nous avons déjà parlé, couplée aux derniers éléments les plus récents tels que la dernière météo.
Enfin, quand on parle de gestion, on parle aussi de navigation. L'équipage va aussi avoir recours à la lecture et à l'analyse d'un certain nombre de documents et de cartes de navigation. Ces dernières concernent d'ailleurs toutes les étapes du vol. Ce qui nous laisse également introduire la notion de paperless, ce qui veut dire en anglais sans papier. Avec l'avènement de la nouvelle génération d'appareils tels que le 777, le 787, mais aussi la 380 et la 350 chez Airbus, la gestion du vol sans papier, donc paperless, a fait ces dernières années une percée considérable. De nos jours, plutôt que d'avoir à faire appel à des classeurs interminables et en les changeant tous les mois à chaque fin de cycle, chaque carte de chaque terrain est désormais répertoriée sur une sorte de tablette directement intégrée dans la structure du cockpit ou sur une tablette séparée, ce qui permet également aux anciennes générations d'en être équipées par rétrofit. Cette instrumentation de nouvelle génération est généralement appelée EFB pour Electronic Flybag en anglais. Enfin, en dernier ressort, l'équipage devra exécuter les instructions du contrôle aérien chargé de l'approche puis de l'atterrissage à Arlanda. Une fois que la boucle est bouclée et que tout est paramétré, nous sommes enfin autorisés par le contrôle aérien à l'interception du lock et de l'approche ILS sur la piste 01 droite. Il ne reste plus qu'à continuer de ralentir l'avion et de disperser l'énergie que nous avons emmagasinée au cours du vol afin de pouvoir sortir les becs, les volets ainsi que le train d'atterrissage. Nous effectuons donc une approche aux instruments, nous sommes donc guidés par tout un tas de faisceaux radio. Au contact visuel de la piste, nous décidons de maintenir l'approche de type ILS tout en débrayant le pilote automatique et le PF reprend ainsi la main sur l'appareil en suivant le balisage affiché sur son écran primaire de vol. Nous sommes relativement lourds et vous constaterez que la vitesse d'approche est relativement élevée. Enfin, comme dans chaque situation analogue, l'équipage va faire très attention au vent de travers, voire au vent cisaillant en fin d'approche. Car de plus, le MD-11 est réputé difficile en situation d'atterrissage dû à son centre de gravité généralement élevé. Toucher du train principal, toucher de la roulette, de nez, les revers sont déployés et les aérofreins sortent. Enfin, il y a également l'action de l'autobreaks qui applique mécaniquement un freinage à la jante de l'avion. Nous finissons enfin par atteindre les 80 nœuds et l'avion est enfin manœuvrable au sol par la molette mise à disposition de l'équipage. Désormais, nous venons de quitter la piste et nous rentrons en contact avec le sol qui logiquement nous envoie vers l'apron cargo d'Arlanda. Ce vol touche enfin à sa fin et pour reprendre la comparaison du début de la vidéo, j'ai comme l'impression d'avoir fini par apprivoiser et dompter l'ours polaire que nous étions imaginés. Cet avion-là est sans nul doute la représentation et l'incarnation des avions de la fin des années 80 qui fleurent le mélange entre analogique et numérique, où les promesses de supprimer le mécanicien navigant dans l'appareil se traduisaient par ramener tous les systèmes à l'avant de l'avion, donc au plafonnier, et d'introduire parfois de timides écrans cathodiques. Airbus fut orfèvre en la matière, mais ceci est une autre histoire. Cependant,
Pour reprendre l'exemple du petit constructeur européen devenu grand, il y a une abréviation qui résume bien tout l'état d'esprit de ces générations d'avions, le FFCC pour Forward Facing Crew Cockpit, qui fut introduit donc dès l'Airbus A300. Et une fois que nous immobilisons l'avion, que les freins de parking sont serrés, que les moteurs sont arrêtés et que l'avion est sécurisé, les équipes au sol prennent le relais afin de décharger la cargaison. Nous laissons du coup sur le tarmac un peu penaud toute l'expression que représente ce MD-11 et le savoir-faire des ingénieurs de Long Beach, en Californie. Pour faire voler les avions, il faut des humains, des femmes, des hommes, des gens. Il faut des gens qui souvent éprouvent des sentiments puissants envers ces créatures extraordinaires que sont les avions. Les avions sont des objets techniques et infiniment complexes, ce sont des outils économiques d'un poids financier colossal. Ce sont aussi des véhicules intimidants qui ne tolèrent pas l'amateurisme, la médiocrité ou la tricherie. Mais aussi pour ceux qui volent avec eux, les avions sont beaux. Ils possèdent la majestueuse beauté des grandes réalisations de la civilisation des hommes.